lorsqu'on dit que la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Non, la notion de la souveraineté par le pouvoir constitutionnel, c'est le pouvoir de commander à l'intérieur et de n'être commandé par personne à l'extérieur. Chaque État dépend, le Rwanda dépend du coup de tel pays, la France dépend parce qu'ils sont dans cette dépendance globalisée, dans cette économie échangée. Toutes les lignes, claires qu'elles soient, vous serez aussi enchanté comme... Oui. Parce que pour moi, nous avons été dans la coopération belgo-congolaise. Autant d'années, avec la France, tout ça, nous sommes toujours un État fait. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, chaque État doit s'assumer. Et gouverner, c'est prendre aussi des risques. Mercure Presse à suivre sur Canal Mercure Télévision tout le week-end, le samedi et les dimanches à 7h, 19h30 et 0h30, avec un bonus chaque lundi à 7h. Mercure Presse, décryptage et analyse, échange et débat. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Canal Mercure Télévision. C'est votre émission Mercure Presse que nous avons toujours l'habitude de présenter. Et je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de M. Bradley Dickens, avec qui nous allons partager ces plateaux. Et M. Bradley, bonjour. Bonjour, Monsieur Juvenal. Bonjour également à tous ces fidèles téléspectateurs qui sont habitués depuis un moment à suivre Mercure Presse, qui est un plateau d'échange, d'analyse sur l'actualité en République démocratique du Congo. J'aimerais épingler un petit élément. Vous devez simplement savoir que tous les journalistes attendent votre invitation pour faire partie de ce club. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au début, nous avons reçu pour vous un expert et cet invité d'honneur pour vous valoriser en quelque sorte. Il s'appelle M. Georges Milumbu, c'est un expert en éducation. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau. M. Georges, bonjour. Bonjour, M. Juvenal. Bonjour à ceux qui nous suivent. Merci pour l'opportunité que vous me donnez, surtout pour les privilèges de ceux qui nous suivent à partir de leurs écrans. Merci beaucoup. Je pense que c'est votre première participation à cette émission, mais vous en aurez toujours l'occasion, surtout que vous êtes politique et votre secteur plus, c'est le secteur éducationnel. Alors, l'actualité est primée par plusieurs sujets ou thématiques. Mais dans l'entame, je voulais juste qu'on parle un tout petit peu de la situation à l'est du pays. Il y a des tractations pour que le président Félix Tshisekedi puisse se rencontrer avec Vital Kamerhe. Vous pensez que cette fois-ci, ça sera la solution pour finir la guerre à l'est du pays? Vous parlez de rencontrer le Mwalim ou Vital Kamerhe ou de rencontrer Kagame? Paul Kagame. Paul Kagame. Ah oui, oui c'est ça. Oui. Toute guerre finit toujours par un dialogue. Même ce que nous attendons sous d'autres cieux, Poutine et d'autres pays, ils finiront par le dialogue. Je pense que Bradley peut se rappeler depuis 2019, lorsque les conflits ont commencé en 2020, j'avais dit nous devons dialoguer. Comment? Comme on ne consulte pas ceux qui parfois parlent des idées qui semblent être folles, et finalement, on a traîné. 5 ans après, nous sommes en train d'entamer un autre mandat. Donc, il faut dialoguer. Donc, vous pensez que le dialogue, cette fois-ci, nous amènera à la solution. Mais dans un premier temps, le président de la République est resté catégorique par rapport à cette décision. Il a dit qu'il ne devait pas négocier avec ni le Rwanda, ni avec le M23. Ce changement-là d'idée, de pensée, est-ce que ce n'est pas une faiblesse pour la République démocratique du Congo? Non, ce n'est pas une faiblesse de mon point de vue. Le président de la République est volontariste. Malheureusement, comme ses prédécesseurs, il travaille avec un capital humain faible. Vous voyez qu'on ne peut travailler, qu'on ne peut manger la nourriture que vous avez dans votre congélateur ou dans votre maison. Le président de la République travaille avec des collaborateurs, beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, beaucoup qui ne comprennent pas les enjeux. Bon, qu'est-ce que vous voulez?
il ne connaît pas tout le monde. Et autour de lui, personne ne met de mécanismes pour faire les beaux castings des bons Congolais. Parce que si vous voyez même la façon dont son cabinet est organisé, non, moi j'ai pitié de notre président de la République. J'ai pitié de lui. Il ne peut pas être au four au moulin. Donc, commencer par l'idée de ne pas, disons, dialoguer, c'était une très bonne décision. Mais seulement, il n'a pas été accompagné. Et étant seul dans sa volonté patriotique, et il ne peut faire que des choix selon les contextes. Les collaborateurs du chef de l'État l'amènent dans une gestion événementielle. Toujours Situka. Et finalement, on est dans une situation de non-retour. Je disais depuis 2020, nous devons dialoguer pour faire passer le temps et nous préparer à la guerre. Malheureusement, on ne se préparait pas à la guerre. On refusait aussi les dialogues. Vous comprenez? Ceux qui viennent avec les fanatismes sauvages autour des autorités, au lieu d'amener des choses qui dérangent même l'autorité, mais par après qu'ils se rendent compte que celui-là a été utile à mes côtés. Malheureusement, c'est pas ce que nous vivons. Nous sommes obligés d'aller à genoux parce que, imaginez le prestige de notre président de la République. Il dit, je ne dialogue pas, et il n'a pas un peuple derrière lui qui le soutient. Voilà aussi, je parlais de fédérer la gestion depuis le début. La notion de tribalisme ne devait pas se parler dans ce pays-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Je le disais depuis 2020, mais je n'ai pas été compris. Malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation telle que les autres observent les autres, et ces autres-là qui sont observés ne font rien. Et le président de la République se trouve seul devant son patriotisme. Malheureusement. Merci en tout cas, M. Milumbu. Vous venez de me citer tout à l'heure en ce qui concerne la négociation. Je me rappelle avoir fait beaucoup d'émissions avec vous. Vous avez évoqué ce problème de négociation quand d'autres personnes parlaient de la guerre. Je me souviens en tout cas. Et puis vous venez de dire tout à l'heure, je vais vous accorder une chance de pouvoir nous expliquer clairement. Parce que quand vous avez dit que le président de la République a de mauvais collaborateurs, le casting a été mal fait, au risque de ne pas être bien compris, je veux reposer la question, en tout cas, sous votre forme. Est-ce que vous pensez que le président de la République se situe dans la même situation que Joseph Kabila à l'époque, qui a parlé de manquer 15 collaborateurs pour pouvoir amener la RDC à l'émergence? Le président de la République actuelle se retrouve dans une situation moins bonne que Kabila. Moins bonne? Oui. Je prends un cas. Un conseil que je ne peux pas citer son nom. Il a été enseignant de mathématiques pendant 20 ans en Belgique. Je le connais personnellement. Je l'ai fréquenté en Belgique et il est ici. Et il s'occupe des questions très sensibles. Ces questions-là, imaginez, vous prenez un mécanicien, vous le mettez maintenant conseil économique. Vous pensez qu'il va faire quoi? Et il est là. Le premier mandat, et il est encore là. Vous pensez celui-là aide réellement les chefs de l'État? Est-ce que tous ces personnels autour du chef de l'État, dans son cabinet, au niveau des CNS et dans d'autres services, vous pensez que le chef de l'État a le temps de connaître tout le monde personnellement? Maintenant, quel est le rôle du directeur de cabinet? Quel est le rôle de ces soi-disant conseillers forts autour de lui? C'est ça le malheur de nos présidents. Lorsque nous avons un fort capital humain, nous n'avons pas beaucoup de gens qui maîtrisent bien certaines choses. C'est là que vous irez aujourd'hui, vous écrivez à la présidence, vous n'aurez jamais de réponse. Les conseillers, nous les rencontrons plus dans les restaurants que de manière professionnelle au cabinet du président. Vous comprenez ce dysfonctionnement-là? Est-ce que c'est bien? Pour certains, c'est ça. Ils sont plus dans les audiences que dans le travail. Vous voyez ce qu'il fait. Il te bombarde un très bon poste. Le contenu de ce poste, rien. Il n'a jamais sorti une seule note technique de son poste. Mais il a déjà fait 5 ans. Il roule avec une voiture qui porte mes taxes que moi je paye, vos taxes et les taxes de tout le monde. Malheureusement, c'est ça les Congolais. Lorsque je parle du capital humain dans notre système éducatif qu'il faut réformer, les gens nous prennent pour des fous. On va revenir au système éducatif tout à l'heure qu'il faut réformer. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est la énième rencontre qui va avoir lieu entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Quelle chance vous donnez à ce nouveau dialogue qui va avoir lieu? La chance n'est pas aussi grande pour le Congo.
Je le disais depuis 2020. Vous voyez, la Chine aujourd'hui, la Russie est capable de résister contre les autres. La Russie a beaucoup dialogué. Hein. La Russie a signé beaucoup d'accords. Mais seulement, la Russie faisait une politique parallèle pour se rendre forte telle qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons aucune politique parallèle. Tout ce que nous voyons faire, c'est tout. Nous n'avons pas ce que nous appelons les think tanks. Hein? Un groupe de gens qui réfléchissent le Congo en 10 ans, en 30 ans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous faisons une gestion événementielle. Le président est élu. Oh, il est élu. Tout en bacage. C'est tout. Vous voyez le malheur quand le président République, c'est être entouré par des personnes qu'on lui présente certains, et peut-être qu'il lui fait confiance, qu'il parle bon français, mais en réalité, pour les pays, nous allons dialoguer, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour le Congo. Lorsque nous parlons de l'infiltration, l'infiltration va continuer. Vous voyez, malheureusement, si nous disons nos minéraux sont bradés, oui, nos minéraux vont continuer à être bradés, parce que de notre côté du Congo, nous n'avons pas de bonnes personnes pour dialoguer. Lorsque nous parlons, nous devons discuter sur nos minéraux. Qui vous dira que, par exemple, de l'or, nous avons telle quantité aujourd'hui, parce que ce sont des Congolais qui ont fait des études et qui peuvent, lorsqu'il faut négocier sur base des données réelles et être constants. Ce sont eux qui viennent nous proposer et nous négocions, nous signons les documents. Nous plaignons Kabila parfois pour rien. Si Jacamé est bradé, qui ont négocié? C'est Kabila qui était sur la table. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est Félix qui est là sur la table pour brader les minéraux? Ce sont les Congolais comme vous et moi, mais qui ne maîtrisent rien. Il est maçon, on l'amène négocier sur des questions minières. Et c'est comme ça que le Congo est bradé. Et finalement, nous portons toute notre critique sur les présidents de la République. Donc, on va dialoguer, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pourquoi la solution que j'ai toujours proposée, les jours que nous aurons un président, un leadership qui aura une bonne politique parallèle comme la Russie, comme la Chine sur le plan économique, ça sera le début de l'indépendance du Congo. Très bien. Merci beaucoup, M. Georges Mugungu. Nous changeons de chapitre. Récemment, il y a des tractations politiques qui sont en train d'être menées. M. Augustin Kabouya, qui a été nommé par le président de la République comme un formateur, qui a changé de version comme formateur du gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il va déjà présenter son dernier rapport au président de la République. Selon vous, quel profil pour le nouveau Premier ministre et quelle est la taille de ce gouvernement qui sera incessamment mis en place? Bon, pour moi, le Congo est trop grand pour avoir 50 ministres, 60 ministres. Le Congo manque des hommes qu'il faut. Les hommes qu'il faut, il y en a en petit nombre, mais qui ne sont pas recrutés, malheureusement. Lorsque je parle de fédérer la gestion, même l'informateur, de mon point de vue, sincèrement, le président n'aurait pas choisi Kabouya. Ce Congo est trop grand pour être géré seulement par un seul espace géographique. Il est trop grand. Vous voyez, moi j'ai pensé que c'était parmi les erreurs qu'il fallait corriger comme le chef de l'État lui-même l'a dit. Vous voyez, le Congo a un problème du capital humain. Même si on peut mettre 80 ministres, 100 ministres, ce pays est trop grand. Seulement, nous n'avons pas encore la culture de faire un bon recrutement et qui doit avoir des répercussions sur les emplois. Moi, je dis, Matata Pogno, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il figure parmi les profils. Si, comme c'est l'IDPS qui est majoritaire, si l'IDPS peut faire un effort de trouver un profil comme Matata Pogno. Vous voyez, je ne dis pas Matata Pogno, je dis un profil. Comparable à Matata Pogno. Oui. Si on les tête de voleurs, qu'on prenne l'aspect vol, qu'on mette d'abord de côté. Les profils en termes de biceps intellectuels, vous voyez, du leadership, être capable d'influencer les autres, à suivre. Le président de la République, comme les autres, s'est limité au discours. C'est ça même la vision, non? Oui. Mais porter ces discours, les transformer
en réalisation, il faut un premier ministre qui a les biceps intellectuels, qui a un leadership. Et l'IDPS, ne manque pas les gens. Ces gens-là, malheureusement, sont cachés très loin, n'ont même pas l'opportunité ni de rencontrer même Kabouya, qui est inaccessible d'ailleurs. Vous voyez, ce sont disons, les nés intellectuels qui sont très disponibles, qui chantent, qui dansent, qui ont beaucoup de temps à perdre pour attendre d'être reçus. Finalement, ce sont ces gens-là qui vont être proposés, malheureusement, et c'est 5 ans. Je l'avais dit en 2021, je pense, mon émission est là. J'ai dit aussi longtemps que nous continuerons à compter sur la tricherie pour les élections. Le tribalisme n'est pas compter sur la bonne sélection de bonnes personnes. Nous ferons encore ces 5 ans, nous regretterons de les avoir passés. Donc, le profil, s'il faut le dire, c'est quelqu'un comme Matata, parce que c'est un cas d'école en termes de la rigueur intellectuelle, disons du leadership. On peut même dire qu'ils voient dans leur banque des ressources humaines, si on peut trouver quelqu'un qui est comme ça. C'est le pays qui gagne, c'est l'image de l'IDPS, c'est l'image de l'Union sacrée. Et si par hasard on demandait à M. Georges Milumbu, comme Congolais et surtout politique, de citer un seul nom qui pourrait avoir le profil de Matata Ponyo au sein de l'IDPS, même si vous n'êtes pas de l'IDPS, c'est quel nom que vous pourriez citer? Bon, vous voyez des gens comme... disons dans l'IDPS. Oui. En tout cas, dans l'IDPS, je ne connais pas beaucoup de gens. Sincèrement, je dois être sincère. Je ne connais pas beaucoup de gens. Les quelques jeunes que je connais, ce sont vraiment des bouches-trous. Oui. Des jeunes que je connais, beaucoup sont des bouches-trous. Et ils ne vont pas aider ni les pays, ni les présidents publics, ni les partis même. Peut-être les gens que nous ne connaissons pas, ce sont ceux-là qui sont des bonnes personnes. C'est pourquoi je dis qu'ils cherchent dans l'ère judiciaire, il y a des gens qui ont les profils comme Matata Ponyo. Voilà, on va parler également de ce secteur éducationnel tout à l'heure. Là, on va s'appesantir un tout petit peu. Mais j'aimerais faire le même exercice que mon confrère vient de faire tout à l'heure sur le profil. Mais cette fois-là, je vais prendre le secteur éducationnel. Nous avons l'éducation nationale aujourd'hui, l'enseignement supérieur et les PST, qui est géré par successivement Moïno Nzangi et Tony Mwaba. Ça serait quoi le profil d'un prochain ministre de l'éducation nationale? Je prends tous les niveaux. Ça sera quoi le profil de cette personne-là? Est-ce que vous pensez qu'il faut reconduire les mêmes personnes? Vous êtes là également, vous, avec votre sagesse et crème intellectuelle. Qui est-ce que vous pensez pourra être à la hauteur de l'éducation en Congo pour que cela soit censé? Être un bon ministre, actuellement partout au monde, là où les gens ont les soucis de bouger les lignes, lorsque les choses sont au niveau où nous sommes en RDC, ils ont des principaux critères. Le passé de quelqu'un et son expertise. Le passé et l'expertise. Oui, par exemple, le professeur Tony Mwaba, c'est un collègue professeur, non? Je le respecte. Mais il est avocat. Avant d'être avocat, qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine de l'éducation? Il a gagné beaucoup de procès. Hein? Ça, je sais. Tout le monde nous connaît qu'il est avocat de Kofi et bien d'autres. Dans ce domaine-là, on peut dire qu'il est la taille XXL. Vous voyez? Mais dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qu'il connaît de l'éducation? Il est venu apprendre tout. Okay. Vous voyez les malheurs des Congolais. Donc, il faut voir que quelqu'un... Il y a beaucoup de diplômés dans le domaine de l'éducation. Ils sont soit professeurs d'université, soit il est licencié, mais il a déjà une expérience démontrée dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il y a des politiques de l'éducation qui sont là-bas. Est-ce que le monsieur qu'on nomme, il connaît même la politique des réformes qui est là? Parce que quand on connaît la politique des réformes, on peut dire, dans ces aspects ici, que moi je me focalise, ne fût-ce que sur ça, pour que je fasse bien. Comme ça, j'aurais laissé des traces pour que les autres viennent compléter d'autres bandes. Mais lorsque vous prenez un parvenu, disons un autodidacte, il vient tout apprendre, et les 5 ans vont se passer dans la propagande et dans le populisme.
si on vous écoute très bien et qu'on lit entre les lignes, est-ce qu'on peut dire que M. Georges Bilumbo est en train de prôner qu'il faut prendre des fils maison pour mieux faire la chose ou gérer? Fils maison signifie quoi? Parce que quelqu'un qui est fonctionnaire dans le ministère de l'Éducation, il est directeur par exemple des études de planification, il est, je ne sais pas, dans la direction des genres ou des infrastructures. Est-ce que c'est être fils maison qui signifie qu'il est compétent? Parce que la fonction publique, on recrute les gens qui viennent apprendre sur l'État et parfois ils n'apprennent pas grand-chose. Dans la fonction publique, il faut des réformes profondes. L'expertise est là. L'expertise est là, mais personne ne la cherche. Je dis bien, personne ne la cherche. Même si l'expertise s'approche d'eux, il y a trop de barrières. La corruption, le tribalisme, la concussion. Tu peux t'étonner que j'étais voir un conseiller spécial du chef de l'État. Son assistant me demande moi $2000 pour les voir d'abord lui assistant. Oh. Vous imaginez? Et il est assistant d'université. Moi je suis professeur d'université, non? Il est assistant, je le sais comme tel. Il me demande $2000 pour les voir. Et pour voir son chef, bon, disons une dynamique comme ça. Vous pensez que moi j'aurais le courage d'aller perdre mon temps dans le cabinet du président de la République? Je mène ma petite vie. Voyez, on ne cherche pas l'expertise, on ne cherche rien, malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup. Dans la même optique, allais-je dire, je voudrais un peu qu'on puisse parler de ces systèmes éducationnels en République démocratique du Congo. Il y a des formations au niveau humanitaire, secondaire, on peut parler même universitaire. Mais la question qu'on se pose, M. Georges Bilumbo, c'est quelle élite qu'on pourrait avoir demain par rapport à ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducationnel? Oui, ce qui est vrai, on ne peut pas tout voir des mauvais côtés. Vous voyez la décision de mettre en œuvre la politique de LMD, l'approche LMD. Moi, je l'apprécie, même s'il y a l'impréparation dans ça. Vous voyez, nous, comme nous sommes là, nous devons nous battre pour qu'il y ait un vrai changement. Parce que lorsque je dis toujours que, disons, une autre RDC est possible, ce n'est pas parce que je vais voir Félix partir, parce que le changement est une loi. Qu'on le veuille pas, Félix partira. Qu'on le veuille pas, Brad partira de cette chaîne. Oui. Donc, qu'on le veuille, le changement est une loi. Mais qu'est-ce que nous laissons pendant que nous sommes là? Nous allons nous battre pour que le LMD là s'applique comme ça. Parce que moi, j'ai le privilège d'étudier dans une université qui applique le LMD sérieusement. C'est l'université de Witwatersrand. C'est parmi les 100 meilleures universités au monde, la deuxième meilleure université en Afrique. Je n'ai fait que les LMD. Donc vous comprenez que nous avons quelque chose à apporter et à échanger d'expérience avec nos collègues. Et nous nous battons pour ça. Pour les secondaires, nous nous battons pour la réforme des programmes, surtout les cours littéraires, la géographie, l'histoire, les cours tels que le civisme moral. C'est là qu'on doit changer les contenus. Malheureusement, lorsque on prend une opportunité, on les nomme, il ne saura pas que la réforme du programme, c'est pendant 5 ans. Vous voyez les 5 ans de Félix qui vient de terminer. On aurait réformé les contenus du programme et les mettre en œuvre pendant 5 ans. Mais on n'a rien fait. Et c'est $200 000 par an, la réforme du programme. Tous ces millions qui se détournent à travers le pays, nous manquons vraiment $200 000 pour réformer le programme de la RDC. C'est rien, les 200 000. Si ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ou c'est parce que moi je pense l'homme ne fait que ce qu'il maîtrise. Apprendre à un certain âge, ça devient difficile. Vous voyez, imaginez tel que vous êtes des journalistes, qu'on vous force d'être des maçons. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous voyez, donc l'élite, le devenir d'un pays. Vous voyez aujourd'hui même la guerre, si ça ne peut pas marcher, tous les Congolais sont en train d'observer le chef de l'État. Oh, il a dit, il a promis. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on ne promet rien comme Congolais. On devrait se promettre pour dire, je vais me battre pour mon pays. Mais pour arriver à cette culture, il y a 2 variables, c'est l'éducation et la religion. Mais nous, quel système éducatif nous avons? Et personne ne s'occupe de cette question. La religion, quelle religion nous pratiquons? Celle qui nous fait croire le miracle? Voilà
Notre malheur, c'est ça, pour que nous puissions développer le capital humain qu'il faut, ou s'il y a des journalistes, les faux journalistes disparaissent. Vous voyez que nous n'avons même plus peur des lois du pays. On n'a même plus peur des lois. Chacun fait ce qu'il veut. Tout ça, c'est le problème de la réforme. Et je pense, une autre RDC est possible, mon cher. Le mal ne va pas. Nous sommes en train d'approcher l'ère des verseaux. Pour ceux qui font la vraie spiritualité, comprennent c'est ce que je dis. Le bien va vaincre sur le mal. Et c'est en train de devenir très rapidement. Et si en termes de méthodes appliquées par rapport à ces systèmes, est-ce qu'il y a quelques méthodes qu'on pourrait appliquer pour amender ces systèmes éducatifs? C'est ce qui a fait même l'objet de ma deuxième thèse que je viens de soutenir ici à l'IPEN. J'ai fait une seconde thèse ici à l'IPEN. C'est pour montrer clairement comment introduire la réforme du système. Parce que peut-être la stratégie, la politique qui est au ministère, elle est trop philosophique et trop scientifique. Okay. J'ai coulé ça sous forme de thèse, j'ai coulé aussi sous forme de livres que je suis en train de publier. Pour que n'importe qui, parce que nous sommes moins nombreux, vous voyez que moi je suis économiste de l'éducation, nous ne dépassons pas 5 en RDC. Et parmi ces 5, il n'y a pas 3 en RDC. Vous comprenez comment est-ce que dans ce domaine, le Congo est faible en termes de capital humain. C'est ça ce que moi j'entends capital humain. Combien connaissent un domaine clairement pour que les pays ne souffrent pas? Allez faire, si la réforme ne se fait pas au ministère, c'est aussi, il n'y a pas des experts en développement des programmes là-bas au ministère. Aucun. S'il y en a, où il y a un seul qui avait étudié à l'université de Dakar, qui est d'ailleurs oublié là-bas, qui n'est même pas utilisé. Vous voyez là où nous sommes. Donc, les méthodes pour la réforme sont déjà proposées dans la stratégie, dans ma thèse et dans plusieurs publications qui sont là. S'il faut les développer, il faut toute une émission. Je vais revenir à la question sur la réforme au sein du système éducatif, comme nous y sommes déjà. Mais je voudrais parler d'un secteur également, je veux parler de l'éducation de base en tout cas. Alors, nous savons que quand le président de la République a pris fonction, il y a 5 années et demie passées déjà, jour pour jour, il y a eu une révolution dans le secteur qu'on a appelée la gratuité de l'enseignement. Alors, j'aimerais un peu savoir votre appréciation, 5 années après l'applicabilité de cette gratuité, comparativement à la lecture que nous font les politiques aujourd'hui. En tant qu'expert, quelle lecture faites-vous de la gratuité de l'enseignement, son déroulement 6 années après? Oui, la gratuité, c'est une bonne décision. Aujourd'hui, on a réduit sensiblement le nombre des enseignants non payés. Ça, nous devons dire bravo au régime. Il y a encore, les enseignants non payés, ils sont là. Depuis Kabila jusqu'à maintenant. Mais le régime ici a réduit sensiblement le nombre d'enseignants non payés. Ça, c'est une très bonne chose. En termes des élèves qui étaient en dehors de l'école, qui sont rentrés, oui, les enfants sont rentrés, mais ils sont répartis. Ils sont répartis comment? Il y a un problème de salle de classe. Parce qu'on avait 4 millions d'enfants en 2012. Avec les augmentations de 3 millions en 2012, avec les augmentations de 3% par an, on peut arriver aujourd'hui à 5 millions. Lorsqu'on prend la mesure de gratuité, on n'a pas ajouté de salles de classe. Il y a le ministre qui va parler de 700 écoles construites. Si on prend la moyenne, ça ne peut pas absorber 1 million d'enfants. C'est 700 salles de classe. Donc, les autres là sont où? Et la disparité en termes d'écoles, si vous allez à Mitendi, vous voyez Mitendi ici, il y a seulement une seule école publique. Non, ce n'est même pas une école publique. C'est une école, oui, il y a des écoles catholiques. Il y a une seule école catholique. Est-ce que l'école catholique reçoit les enfants comme ça jusqu'à dépasser 100? Mater Dei, ça ne dépasse pas 70 et 80. C'est ici à Mitendi. Et la gratuité pour toute cette masse de population de Mitendi, ça signifie quoi? Une maman qui vend les matembelles, elle va payer les transports pour que son enfant vienne ici à Bobokoli ou à la Gombe. Ça va coûter plus cher qu'avant, non? C'est pourquoi les études que nous venons de faire récemment, les parents continuent encore à supporter à 63% du budget s'il faut comparer les coûts sous Kabila. Ça, j'ai dit, scientifiquement, c'est démontré. C'est sans complaisance. Celui qui veut me trouver dans ce terrain, qu'il fasse aussi l'évaluation
de ça, il comprendra que les parents continuent à payer mieux, jusqu'à 63%. Alors, je vais prendre ma toute dernière question en ce qui concerne ce blocage-là, en ce qui concerne la réforme du système éducatif. Alors, vous êtes expert, vous venez de nous révéler que votre travail a été fait, votre thèse sur cette réforme due au système éducatif. Mais les blocages se situent à quel niveau finalement, M. Georges? C'est bien d'écrire, c'est bien de publier, mais qu'est-ce qui bloque pour que nous puissions enfin réformer ce système éducatif? Parce que les conséquences aujourd'hui, nous le voyons sur le terrain. Chaque année, il y a des licenciés, nous avons le système LMD aujourd'hui que vous venez, permettez-moi, passez-moi l'expression, que vous venez de vanter, ça se passe très bien. Mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque pour que enfin ce système éducatif soit réformé? Non, je ne dis pas que les LMD se passe bien. Je suis positif pour l'avenir. Okay. Là, c'est différent de vanter. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Débloquer. Selon la théorie de Maxwell, les problèmes dans une société sont à 90%. Et les problèmes d'hommes, c'est 10%. Mais si vous trouvez la solution à 10%, les 90% trouvent des solutions de soi. Vous comprenez? Si au ministère, on prend un expert en éducation, qui a un bon leadership, le président de la République va se reposer, il va être heureux que sa vision de voir tout enfant de pauvres accède à l'école. Parce que moi, j'ai toujours dit que le souci du chef de l'État, c'est de voir tous les enfants pauvres qui ne pouvaient pas payer accèdent. Mais actuellement, même l'enfant du président de la République, s'il veut étudier à Bobokoli, il va aller étudier la gratuité là-bas. Vous dites si, mais vous êtes là. Pourquoi vous ne vous prononcez pas pour que les choses finalement changent? Je ne suis pas de l'IDPS. S'il arrivait que les postes là est pour les l'IDPS, j'étais présent avec Kabound pendant qu'il était fort, non? J'étais présent avec beaucoup de gens du cabinet du chef de l'État, me connaissent, surtout les conseils principaux, me connaissent personnellement. Mais lorsque vous allez avec des questions sérieuses, ils n'ont pas de temps. Lorsque vous allez avec des dossiers flous, là, j'avais amené un conseiller avec tout son collège, disons en Ouganda, pour les marchés de construction de la route, où il y a des corruptions, tout ça, et ça n'a pas marché. Vous comprenez? Dans des dossiers comme ça, les gens sont très disponibles. Vous voyez? Mais lorsqu'il faut réfléchir le pays dans 10 ans, 20 ans, les gens sont absents, ils sont apparemment occupés. Donc, pour que les choses marchent à ces ministères-là, il faut seulement placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que mobiliser les 200 000 $ pour la réforme des contenus, et ça demande que Félix soit au courant de ça. Le coût, c'est 200 000 $. Par an, 200 000 $. Est-ce que ça, il faut que le président soit informé, ou le Premier ministre? Il va seulement apprendre que les réformes se font, non? Ça, c'est de l'argent même qu'on distribue. Voilà. Mais pourquoi ça ne se fait pas? C'est une grande visibilité pour ceux qui aiment le populisme. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Très bien. Vous voyez les vrais blocages. Ouais. Le Congo, c'est une opportunité pour la réforme. La communauté, l'Église catholique a 40% d'écoles. Est-ce que c'est l'État qui finance? Si on mobilise les mêmes écoles là, et les mêmes églises là, pour ajouter là où il y a 300 élèves par classe, les gens vont... Moi, j'ai expérimenté la classe primaire. Il n'y avait pas de classe, mais on a mobilisé les communautés, ils ont ajouté des salles de classe en briques à daube, en paille. Ça n'a demandé aucun coût du gouvernement. C'est connaître aussi bien ce que vous devez faire, ça va soulager le pays et faire bouger les lignes. Mais quand on ne connaît pas, on prend un juriste qui connaît bien de défendre Kofi, vous le mettez là. Vous voulez qu'il fasse quoi? Merci beaucoup. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il est très meilleur dans un domaine droit. Mais en éducation, vous le prenez de la compétence vers l'incompétence. C'est clair, non? Très bien. Merci beaucoup, M. Georges Milumbu. Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis Kinshasa, la capitale. Donc, nous avons reçu, comme je l'ai dit tout au début, pour vous, M. Georges Milumbu, qui est expert en éducation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot? Oui, mon dernier mot est que moi, je crois toujours qu'une autre RDC est possible. Le changement est une loi. Vous voyez ce qui vient d'arriver au Sénégal? Ça renforce ma conviction que le changement est une loi. Le mal ne va pas durer pour toujours.
l'ère des verseaux arrive, l'ère des verseaux est avec nous. Une autre RDC est possible. Les changements est une loi. Voilà, on est vraiment arrivé à la fin. Vous allez me permettre, en tout cas, monsieur Juvenal, parce que vous avez parlé du Sénégal tout à l'heure. C'est un jeune qui a pris les commandes aujourd'hui. On va le citer, Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce qui s'est passé dans ce pays? Est-ce un réveil pour la jeunesse? Est-ce une élection au vrai sens du mot, ou encore une leçon de démocratie que le Sénégal a infligée comme ça toute la fin? Oui, moi, comme je viens de dire, le changement est une loi. Avec 20 millions de dollars, ils organisent des élections. Vraiment, ça se passe très bien. Mais nous, avec 1 milliard et quelques, voilà ce que nous avons produit comme élection. Mais nous ne pouvons pas aussi nous comparer avec le Sénégal. Ce soit un pays clément, parce que le Sénégal a déjà fait des pas dans la démocratie. Mais avec ça, c'était une leçon pour nous, pour dire que nous pouvons faire aussi mieux. Nous ne pouvons pas seulement être un pays qui doit être à la traîne de tous les pays. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à M. Georges Milumbu pour... C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité, surtout pour le privilège d'être suivi par ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous allez suivre cette émission en rediffusion à 0h et vous en aurez également à 7h du matin. Restez toujours branchés sur les antennes de Canal Mercure Télévision. Bye.